Bonjour, Positive Me se réunit aujourd'hui pour parler de stress au travail. Claude, Marie-Agnès, comment vous pourriez définir le stress au travail et quelles sont les différentes sources? Alors écoute Jeanne-Marie, il y a énormément de types de stress au travail. Il faut savoir qu'aujourd'hui, effectivement, nous rencontrons dans nos cabinets des personnes qui ont des problématiques très variées de stress au travail. Euh, Très généralement, on est dans des ambiances où il y a des deadlines, des échéances de plus en plus rapprochées qui font que les personnes sont obligées de produire rapidement, de plus en plus rapidement. Ça, c'est quelque chose que j'observe beaucoup. Je vois également beaucoup de personnes qui viennent avec un stress qui est suscité par tous ces outils qui nous accompagnent maintenant, on peut même dire jour et nuit, dans nos week-ends, dans nos vacances, à savoir le travail ne s'arrête plus. Avec le mail sur le téléphone, avec les Teams, avec tous ces réseaux sur lesquels nous sommes tous, on n'arrête plus jamais de travailler. Ça, c'est vraiment quelque chose qui s'invite énormément dans mon cabinet. Et puis, pour compléter Oui, peut-être vas-y. également ce travail qui ne s'arrête jamais avec la bascule qui a été faite pendant le télétravail au moment du Covid. Ouais. Le télétravail, c'est-à-dire que ben, on travaille toute la journée et on travaille le soir et on travaille le week-end et on travaille tout le temps. Et donc il y a à la fois les problèmes de temporalité, c'est-à-dire toujours du travail, et puis d'espace, c'est-à-dire que on travaille parfois dans son salon, on travaille parfois dans sa chambre, ce qui fait que Il y a il y plus, a plus c'est plus délimité en fait, c'est c'est ça. plus les espaces à la fois temporels et physiques ne sont plus séparés, ce qui fait que l'esprit a du mal à savoir d'où il en est parfois. Mhm. Il n'y a plus de bonne pause, tu veux dire. Il n'y a plus de pause. Oui, c'est tout à fait exact. Ça, c'est quelque chose qu'on entend Ouais. beaucoup. Après, bien évidemment, il y a d'autres types de stress, comme les conflits. Il y a beaucoup de Ah conflits ouais. en entreprise. Ça peut être des conflits entre collègues, ça peut être des conflits avec une hiérarchie. On traverse également une période économique qui est complexe, donc les entreprises parfois ont perdu une ligne directrice et les personnes qui collaborent dans ces entreprises perdent un petit peu le sens dans leur travail. Elles ne savent plus ce qu'il faut faire. On leur demande de faire quelque chose le lundi, le mardi, on va dans une autre direction. Donc ça suscite énormément de fatigue et de stress induit par ces nouvelles situations de Mm. travail. Quand les objectifs sont parfois contradictoires, c'est-à-dire qu'effectivement, la direction, le manager va partir dans une direction une semaine, et puis la personne a travaillé, s'est donnée à fond pendant une semaine, 15 jours, et puis 15 jours après, on vient la revoir et on lui dit ah ben non, c'est pas comme ça qu'il fallait faire, ou on va partir dans une autre direction. C'est complètement déstabilisant. Bon, Et c'est complètement déstabilisant, et c'est complètement, ça veut dire qu'on ne tient pas compte du travail que la personne a fourni pour réaliser l'ensemble des tâches qu'elle doit faire en fait. Ça, c'est également quelque chose qui est, je pense, plus fréquent qu'avant. donc c'est faire et défaire en fait. Ben, c'est faire et défaire, Mhm. c'est faire et défaire, et puis il y a aussi demander de faire sans moyens. Mhm. Parfois, il y a des personnes qui travaillent dans des entreprises, on leur demande, je pense par exemple dans le milieu hospitalier, on demande aux personnes de faire des choses alors qu'elles n'ont absolument pas les moyens, ni les moyens en temps, ni les moyens en argent, ni les moyens matériels. Donc, c'est une impossibilité. On leur demande l'impossible. Et pour les personnes qui sont très investies dans leur travail, qui ont Bien envie de sûr. bien faire, ça les met face à un échec, ça les met face à un mur qu'elles ne peuvent pas faire bouger. Et ça, c'est également très, très déstabilisant. Oui, ça relève même parfois du harcèlement parce qu'on donne des objectifs à certaines personnes qui n'ont aucun moyen. On ne comprend pas pourquoi ces objectifs ne sont pas atteints et les personnes se mettent dans des situations en incapacité, en impuissance et ça mène généralement même à des burn-out. Oui, ouais, tout à fait. Bah oui, le burn-out, c'est bon, alors évidemment, bien sûr, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui sont en burn-out pour telle raison, d'autres pour telle autre. Parfois, c'est un cumul de tout ce qu'on a dit là, parce que c'est pas forcément, ça peut être et le télétravail, et des objectifs contradictoires, et une hiérarchie
malveillante, on va dire, en tout cas qui ne Oui. prend pas en considération le bien-être, qui va mal parler aux personnes, En soit, sur du mauvais management sur de, très mauvais management. Donc, et puis la personne qui va faire un burn-out, nous, quand on le reçoit en cabinet, on va voir ce qui se passe au travail, mais on va également voir ce qui se passe dans la construction de la personne, dans son vécu. Parce que on voit bien que face à la situation qui va être identique chez deux personnes, le même travail chez deux personnes, il y a une personne qui va avoir les ressources, les capacités, la force intérieure pour faire face. Et puis il y a une personne, parce qu'au départ, elle va manquer de confiance en elle, parce qu'au départ, elle aura eu des relations compliquées avec ses parents, elle aura, ce sera difficile pour elle de mettre une barrière, de dire stop, de s'opposer. Ça me fait penser à une dame que j'ai accompagnée. Elle, sa problématique, effectivement, ça n'allait pas du tout au travail parce qu'on lui en demandait toujours plus, toujours plus. Et elle n'arrivait pas à dire stop, elle n'arrivait pas à se Hmm. positionner. Et cette dame-là, quand on a travaillé sur son vécu, quand je lui ai demandé de me relater en fait ce qui s'était passé pour elle dans sa vie, il se trouve que c'était une femme qui avait été battue par son père, hein, Mm. et toute son enfance, mais vraiment pas une fois ou deux, c'était vraiment très très fréquent. Ce qui fait que cette dame, elle ne pouvait pas s'opposer à son père, elle ne pouvait pas, elle subissait sans pouvoir dire stop, dire non, s'opposer. Et là, dans une situation de travail où elle se retrouve avec quelqu'un qui lui demande quelque chose, qui lui impose quelque chose, eh ben, elle va se retrouver dans cette difficulté à dire non, à dire stop. Donc, il faut d'abord travailler là-dessus avant de, avant de travailler sur la problématique du travail, parce qu'on voit Oui, bien que son problème, il est antérieur, il est beaucoup oui, plus c'est ça. profond, en Mhm. fait. Et toi, Claude, tu peux nous en parler? Enfin, tu as Oui, clairement, je te rejoins totalement, Marie-Agnès. Il faut vraiment analyser l'histoire de vie de nos clients. Euh, Quand tu expliquais le cas de cette femme, Marie-Agnès, moi je pensais à un client qui vient me consulter, effectivement, qui lui est manager et qui veut toujours faire plus, plus et qui veut toujours faire super bien. Donc quand on lui donne à lui des objectifs, il veut systématiquement surperformer. En fait, je lui dis, mais attendez, la qualité a un coût, vous vous épuisez, vous pourriez produire quelque chose de moins bonne qualité. Il me dit, impossible, impossible. En cherchant effectivement un peu dans son histoire de vie ce qui s'est passé, il a eu des parents qui lui ont mis une pression incroyable pour être toujours le premier à l'école. Et ça a commencé, mais tout de suite dans les petites classes. Il était comparé. Quand il avait une note qui était juste en dessous du premier, ses parents lui disaient, mais comment peux-tu m'expliquer, alors qu'il a 5 ans, que tu n'es pas le premier? Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas le premier? Explique-nous. Et ce gamin qui est devenu un homme aujourd'hui s'est construit en devant toujours être le premier, le meilleur, être dans la perfection. Et lui, c'est un souci de perfectionnisme. En fait, le travail que je fais avec lui, c'est d'aller travailler ce besoin de perfectionnisme pour faire en sorte qu'il puisse accepter de pouvoir être un bon manager sans être un manager extraordinaire, exceptionnel, ce qui lui amène à devoir se mettre dans des pressions énorme qui lui empêche d'être dans une situation de travail qui est confortable. En fait, ça rejoint les peurs anciennes, en fait, les Ouais. blessures et les peurs anciennes. Et quand je pense à certaines personnes que j'ai reçues, ça peut être la peur d'être jeté, Bien la sûr. peur, par exemple, les mises au placard. Bon, ben ça, les mises au placard, c'est encore d'actualité, hein. On leur attribue un bureau qui est plus petit, dans lequel il n'y a pas de fenêtre, dans lequel il ne va pas y avoir de collègues, ils sont isolés, mais vraiment ça existe encore. Ça paraît être d'une autre époque et d'un autre temps, mais non, moi je reçois des gens qui sont vraiment dans Mm. cette réalité-là. Donc là, effectivement, il y a la peur d'être jeté, la peur, ça peut être des blessures d'humiliation, ça peut être... euh, c'est vraiment, ça vient réactiver des peurs anciennes, quoi.
Oui, tout à fait. Ce que tu me dis me fait penser au cas d'une de mes clientes qui vient me voir en me disant, moi j'ai la boule au ventre en fait. C'est-à-dire que tous les matins, tous les dimanches après-midi, à partir de 15 heures, j'ai la boule au ventre. Et donc quand on travaille avec elle, la boule au ventre, elle me dit, bah oui, voilà, j'ai peur d'y aller, j'ai peur d'y retourner. Et en fait, je passe mes journées entières en ayant cette boule au ventre. Et en travaillant à nouveau hein, sur son histoire de vie, parce qu'on va très souvent trouver l'origine de ce stress dans des peurs d'enfants, dans des peurs qui se sont installées dans les premières années de la vie ou dans les années d'enfance. Eh bien, elle, quand on lui parle, elle m'explique que, par exemple, elle a eu une maîtresse à l'école qui était très dure avec elle. Et elle était stigmatisée dans sa classe. Quelque part, cette maîtresse l'avait pris un peu comme son bouc émissaire. Et donc, elle avait peur d'aller à l'école. Et quelque part, avec l'évolution dans la vie, bah, l'école devient le milieu professionnel. Et elle a transféré cette peur d'enfant avec cette maîtresse d'école qui était très, très, très dure avec elle sur ce qu'elle vit au quotidien dans son travail. Et puis, ça me fait penser à une autre dame que je suis. C'est pour étayer un petit peu euh, les sujets sur lesquels on peut travailler, qui vont au-delà du travail, du milieu professionnel et du travail en tant que tel, hein. Moi, je pense à une dame. Elle, sa difficulté par rapport au travail, c'est qu'aujourd'hui, elle ne peut plus aller au travail. Elle a la boule au ventre, comme tu disais, Ouais. Mmh. parce que on lui demande de faire quelque chose qui va à l'encontre de ses valeurs. Ah C'est oui. une dame qui est généreuse, est humaniste, est beaucoup dans l'aide, dans la bienveillance. Il se trouve que cette personne travaille pour un organisme, oui, pour un organisme qui doit donner des aides sociales Hmm, ou d'accord. pas. Et justement, elle doit éplucher les dossiers, travailler sur les dossiers pour, en gros, repayer les failles des allocataires pour leur retirer ces aides sociales. Pour cette dame, c'est devenu un cauchemar, c'est-à-dire que ça va vraiment à l'encontre de ses valeurs. Aujourd'hui, elle ne peut pas quitter ce travail pour des raisons financières, pour des raisons. Mais ce qu'on fait en thérapie, enfin ce que je fais en thérapie avec elle, c'est vous, euh, vous êtes intrinsèquement, vous avez intrinsèquement ces qualités. Le travail vous demande de faire des choses qui vont à l'encontre de vos qualités. Et donc, le travail qu'on fait avec elle, c'est de vraiment séparer les choses. C'est-à-dire, ce qu'on lui demande de faire au travail, ça ne va pas la changer, elle, intrinsèquement. Parce que là, on vient toucher à son identité. Et son identité est touchée et ça l'ébranle complètement. Donc, le travail que je fais avec elle, par exemple, c'est faire en sorte que son identité ne soit pas impactée par son travail. Ça, je le fais en hypnose, ce travail-là, parce qu'on travaille l'un comme l'autre, on Hmm. travaille et en hypnose et en EMDR. Et donc, Donc en fait, on ne peut pas changer l'environnement de cette dame. Donc c'est faire en sorte qu'elle puisse supporter finalement et faire avec ses valeurs. tout à fait, effectivement, Mm. Jeanne-Marie, tu as raison. Les personnes qui sont dans cette difficulté de stress, de mal-être au travail, c'est ça ne changera pas. On ne va pas changer le manager, on ne va pas changer si un dirigeant a décidé telle ou telle chose. La communication est parfois compliquée avec les managers, parfois compliquée avec les dirigeants. Donc on se rend compte que le cadre ne va pas changer, l'extérieur ne va pas changer. En Oui, revanche, le travail qu'on va faire avec la personne, c'est de faire en sorte que elle intérieurement ça bouge, déplacer un peu les choses pour qu'elle puisse accepter ce cadre qui, lui, ne change pas. C'est un travail oui, parce intérieur, que c'est un changement intérieur, en voilà, fait. dans le cas de cette dame, elle a une obligation de Bien travail. sûr, Elle peut pas, elle comme peut beaucoup pas d'ailleurs, aller à il y a une l'encontre de. obligation de travail. Mm.
Ça me fait penser moi aussi à tous les conflits de loyauté qu'on a dans le travail. On a souvent des clients qui sont amenés à devoir faire des plans de réduction Oui, d'effectifs dans les entreprises. oui, C'est-à-dire que je reçois là un homme qui a 55 ans, qui a travaillé avec les mêmes personnes depuis 25 ans. Et à cet homme, on lui a confié la mission de réduire son service, donc un service avec lequel il collabore depuis 25 ans, hein, de la moitié de l'effectif. C'est-à-dire qu'il doit aller sélectionner dans son équipe mm, la moitié des personnes mm, pour leur demander de partir. Et pour lui, alors on est effectivement à un conflit de valeurs, hein, parce que pour lui c'est totalement antinomique avec ce sur quoi il s'est construit, qui est effectivement l'échange, le partage, la loyauté. Et il me dit, mais c'est terrible ce qu'on me demande de faire, parce que quelque part, on me demande d'aller trahir. Donc, lui voit cela comme une trahison, d'aller trahir mes équipes que j'ai fait travailler, que j'ai accompagnées, et on atteint tous des objectifs communs. Et là, il faut que je me sépare de la moitié de mon équipe. Et c'est vrai que ce type de situation, lui, l'amène à vivre une blessure de trahison, sachant que ça résonne encore plus chez lui, parce que il a déjà vécu cette trahison dans sa vie, avec, en l'occurrence, son histoire de vie. Ses parents se séparent, son père s'installe avec une autre épouse, et il n'a plus de place dans la maison de son père, à savoir il n'a plus de chambre, et il vit cela vraiment comme une trahison de son père. Il considère que son père le trahit en ne l'accueillant plus chez lui. Et quelque part, bah, pour cet homme, vivre cette expérience d'aller trahir ses équipes, c'est un vrai conflit de mhm, loyauté intérieure qu'il Mmh. a. Donc on est allé déjà travailler sur cette trahison qu'il a vécue comme telle avec son père, pour ensuite aller travailler sur le choc, et là je fais le MDR avec lui, sur le choc de devoir annoncer effectivement à son équipe qu'il va y avoir des réductions d'effectifs, pour qu'il puisse amortir ce choc, l'adoucir et faire en sorte qu'il puisse le vivre plus confortablement. Mmh. Est-ce que vous observez dans vos cabinets, une évolution du rapport au travail? Oui, clairement, il y a une évolution du rapport au travail qui s'est installée notamment bah, depuis le Covid, hein, mm. et l'installation du télétravail. Clairement, on voit effectivement que bah, pour les générations qui ont 25-30 ans, le télétravail est devenu une évidence. Pour des générations qui sont peut-être un peu plus âgées, elles ont totalement pris le pas et c'est devenu également quelque chose qu'elles ont intégré. D'autres aiment moins parce qu'il y a des personnes qui vont avoir besoin d'aller sur un lieu de travail pour pouvoir se sentir totalement investies. On a également toutes ces générations qui arrivent, qui ont vu leurs parents au chômage. Donc s'investir dans le travail devient différent. C'est-à-dire que ces générations ont tendance à redonner au travail la place qu'elles veulent bien leur donner et qui leur revient selon elles. Donc oui, oui, clairement, on voit que on a un rapport au travail qui a beaucoup évolué. Et puis, je vais peut-être me répéter parce que j'ai déjà fait allusion à ça tout à l'heure, mais il y a aussi les rapports humains qui ont pas mal changé. Les hiérarchies, les managers qui, on me dit souvent le N+1, N+2, maintenant on dit comme ça, N+1, N+2, managers, qui sont un peu déconnectés de la réalité. Ils arrivent, ils sortent des écoles où ils ont déjà travaillé avant, mais autrefois, en fait, on connaissait le terrain et on montait en grade et on connaissait les difficultés des différents travails en fait qu'il y avait à Mmh. faire dans l'entreprise. Là, les managers, ils arrivent, ils sont parachutés, ils connaissent pas forcément bien l'histoire de la société, l'histoire de l'entreprise, euh, les difficultés que ont certaines personnes à tel poste, les difficultés des autres personnes à d'autres postes, et ils sont déconnectés en fait. Et c'est parfois très très compliqué, quoi. La relation entre les managers et avec les managers et les supérieurs hiérarchiques, c'est parfois très compliqué, quoi, avec une communication qui se fait pas toujours facilement. Donc ça c'est complexe, hein. On le voit beaucoup aussi dans les fusions d'entreprises. Il y a énormément de sociétés qui se rapprochent, qui fusionnent, des entreprises qui en rachètent d'autres. Et clairement, il y a obligatoirement des conflits qui s'installent dans le travail parce qu'il faut adapter une culture d'entreprise qui n'est pas celle qu'on a vécue jusqu'au jour de cette fusion, notamment quand une société est absorbée par une autre. C'est
souvent la société qui a absorbé, qui impose sa culture et ses méthodes. Et là aussi, pour des personnes qui ont travaillé depuis quelques années dans ces entreprises qui sont rachetées, elles ont beaucoup plus de mal à trouver leur place dans la nouvelle structure. Il y a souvent également aussi à nouveau des réductions d'effectifs, donc il y a des peurs qui s'installent au moment de ces fusions, mais si on fusionne, on va être deux à faire le même job et potentiellement je vais pouvoir perdre mon travail. Donc clairement, dans cette évolution et dans ce monde qui évolue beaucoup économiquement et professionnellement, on a du stress qui est généré aussi Mm. par ces nouvelles évolutions économiques. Clairement. Après, au niveau des jeunes, on va Ouais. dire, ils ont un rapport qui est quand même complètement différent de ce que nous, quand on était jeunes, pouvions avoir au travail. C'est-à-dire que, évidemment, la carrière sur toute une vie, ça n'existe, c'est même plus envisageable, ça n'existe plus Mmh. du tout. Et donc, ils, à juste titre, ils se rebellent plus facilement et ils peuvent plus facilement imposer leurs conditions. D'accord, donc il y a quand même, on sent qu'il y a peut-être une force de caractère, enfin, ou quelque chose de Ben, plus appuyé, de Une plus évolution, décidé, oui, de une plus. évolution plutôt positive dans le sens où ils se laissent peut-être moins marcher sur les pieds. C'est plus je suis ton employé, je suis ton salarié, donc je n'ai rien à dire et je me tais. Ça va plus être, écoute, si t'es pas content, moi je m'en Mmh. vais, je suis sûre de retrouver du travail ailleurs. Donc ça donne une lueur et une bouffée positive Pour les jeunes ouais, générations. pour les jeunes générations. Il y a beaucoup de choses qui sont d'ailleurs mises en place dans les entreprises. Il y a tout ce qu'on appelle la QVCT, la qualité de vie au travail, où il y a de plus en plus d'entreprises qui vont créer justement une ambiance ou des espaces pour faire du sport, pour se ressourcer, pour se reposer, et dont l'objectif est de fidéliser justement les personnes qui viennent travailler et pour les aider pardon, à gérer leur propre stress. C'est-à-dire qu'on a des espaces pour aller faire du sport afin de pouvoir faire une pause en pleine journée, lorsqu'on a besoin de faire une pause, alors qu'effectivement, il y a 20 ans, on ne voyait pas dans les entreprises la possibilité de s'arrêter en pleine journée. Là, on laisse plus d'autonomie aux personnes qui collaborent dans une entreprise pour leur permettre d'avoir un emploi du temps où elles font leur travail, ces personnes, mais elles peuvent aussi associer du temps pour elles au temps de travail. Mm. Et ça, c'est une façon de gérer, par exemple, dans les entreprises, le stress au travail. Ouais. Et pourtant, malgré tous ces équipements, malgré tous ces Exact. dispositifs, malgré toutes ces innovations, les gens sont quand même très, très, très stressés au travail, quoi. Donc c'est ce que vous rencontrez régulièrement dans votre cabinet. Mais Tout à écoutez, fait. merci beaucoup pour cet Avec plaisir. éclairage voilà, sur ce sujet du stress au travail. Merci Claude, merci Marie-Agnès Merci Avec Jeanne-Marie. plaisir, et à avec très plaisir. À bientôt. À bientôt. bientôt.